Un policier blanc l'énerve au tribunal. Il ne savait pas que son père était le général d'armée le plus honorable de tous les temps. Chaque matin, avant même que le ciel ne commence à s'éclaircir, Marcus Ellison, 17 ans, se levait de son lit soigneusement fait avec la même discipline qu'il pratiquait depuis l'âge de 10 ans. Son réveil n'avait jamais le temps de sonner. C'était désormais un instinct. Sa chambre était toujours impeccable, livres alignés par taille, chaussures placées côte à côte, et le coin de son lit suffisamment serré pour rebondir sur une pièce de 25 cents. Les seules décorations étaient des photos encadrées, sa mère souriant à côté d'une version enfant de lui, et son père toujours en uniforme, toujours à l'étranger. Le général Augustus Ellison, vénéré dans l'armée et célébré dans les médias, était plus un mythe qu'un homme dans la vie de Marcus. Il avait grandi avec des histoires du soir diffusées par satellite et des leçons de discipline, de loyauté et d'honneur, enseignées par des lettres manuscrites du front. Au lycée d'East Haven, Marcus était connu pour être le genre de professeur stagiaire auquel on pouvait faire confiance sans hésiter. Si un remplaçant avait besoin d'aide, il appelait Marcus. Si un enfant était victime de harcèlement, Marcus était déjà au cœur de l'action, calme, ferme, sans agressivité, mais sans jamais reculer. Il n'était pas la voix la plus forte de la classe, mais quand il parlait, on l'écoutait. Peut-être était-ce dû à son attitude, le dos droit, le regard fixé, jamais voûté, jamais à naviguer sans réfléchir sur son téléphone comme la plupart de ses camarades. Il passait ses pauses déjeuner à donner des cours particuliers, ses après-midi à faire du bénévolat au centre de jeunesse et ses week-ends à écrire des lettres aux soldats. C'était une recommandation de son père, des années auparavant. « Honorer ceux qui servent en silence », avait-il écrit, « leur faire savoir qu'ils ne sont pas oubliés. » Et Marcus l'a fait. Mais aucune de ces bonnes actions n'avait d'importance en ce mardi après-midi pluvieux d'il y a 2 semaines. La journée avait commencé comme toutes les autres, sous un ciel couvert et dans un air de détermination tranquille. Marcus était resté tard après l'école pour répéter son discours pour la journée des anciens combattants. Il l'avait écrit lui-même. 4 pages sur le devoir, le sacrifice et les histoires que nous portons lorsque la guerre se termine, mais que les cicatrices demeurent. L'auditorium était vide, à l'exception de l'écho de sa voix posée et respectueuse. Lorsqu'il rassembla enfin ses affaires et sortit sous la bruine, il ne pensait pas aux ennuis. Il ne pensait pas à l'injustice. Il se dirigeait simplement vers le parking arrière, où son vélo était enchaîné. Puis il entendit des cris étouffés, une bagarre près du bâtiment. La curiosité le poussa à tourner au coin de la rue, et ce qu'il vit le figea net. 2 policiers plaquaient un élève au sol mouillé. Jamal Bryant, l'un des plus jeunes du groupe de soutien scolaire de Marcus. Jamal ne ripostait pas, se contentant de se tortiller et de crier quelque chose que Marcus ne comprenait pas à cause de la pluie et des voix furieuses. L'un des policiers avait le genou sur le dos de Jamal. L'autre, un policier blanc à la mâchoire carrée et aux cheveux en brosse, tira le bras de Jamal derrière son dos avec une force qui fit tressaillir Marcus. C'était l'agent Ray Donner. La voix de Donner trancha la pluie comme un fouet, acérée, impatiente, furieuse. Jamal releva la tête, sa voix s'élevant sous la panique. Puis Marcus le vit. Donner recula, sortit un taser noir et le pointa droit sur Jamal. Tout en Marcus hurlait de courir, de l'arrêter, de hurler, mais au lieu de cela, sa main se porta à sa poche. Il sortit son téléphone. Pas de cri, pas d'interférence. Il appuya simplement sur « Enregistrer ». Ses doigts tremblaient légèrement, mais il maintint le téléphone immobile. C'était instinctif, comme il avait un jour stabilisé la main tremblante d'un jeune garçon pendant un contrôle de mathématiques. Fais ce qui est juste. Ne détourne pas le regard. La vidéo ne dura que 43 secondes. Elle en montrait assez. Donner hurlait. Jamal implorait. Le taser tirait. Le corps de Jamal tressauta violemment sur l'asphalte mouillé. Marcus n'avait pas publié la vidéo lui-même. Il n'en avait même parlé à personne, mais quelqu'un d'autre l'avait fait. Le lendemain matin, pendant la 2e heure de cours, un camarade a tapoté Marcus sur l'épaule et lui a montré la vidéo sur son téléphone. Elle avait déjà été visionnée plus de 10 000 fois.
À midi, ce chiffre avait triplé. Des murmures suivaient Marcus dans les couloirs. Certains élèves le regardaient comme un héros. D'autres semblaient inquiets, comme s'il venait de se lancer dans une aventure bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Les enseignants évitèrent son regard. Le proviseur le fit venir dans son bureau, mais ne lui posa pas de questions sur la vidéo. Il se contenta de lui rappeler l'importance de respecter le règlement de l'école et les forces de l'ordre. Marcus partit mal à l'aise, comme observé. À la tombée de la nuit, ce malaise se transforma en quelque chose de bien pire. C'était après le dîner, alors que Marcus terminait une lettre à un marine déployé auquel il écrivait depuis des mois. On frappa à la porte. Un coup violent et rythmé qui lui retourna l'estomac. Sa mère répondit, le visage confus. Les policiers n'attendirent pas les questions. Ils entrèrent d'un geste brusque, lurent à Marcus ses droits et lui entourèrent les poignets de métal froid. Entrave à la justice. Rébellion. Des accusations vagues et absurdes, surtout quand on sait que Marcus n'était pas à proximité de Jamal ni des policiers au moment de l'arrestation. Il essaya de parler, mais l'un d'eux lui aboya dessus pour qu'il se taise. Sa mère cria, exigea des réponses. Ils ne lui en donnèrent aucune. Elle appela son mari, mais l'appel ne porta pas. Marcus fut conduit dans l'obscurité, des lumières clignotantes illuminant les visages médusés des voisins. Le lendemain matin, le journal local titra sur un « Élève perturbant l'activité policière ». Aucune mention de la vidéo, aucune mention du taser. L'école publia un bref communiqué affirmant qu'elle coopérait pleinement avec les forces de l'ordre. Le nom de Jamal n'apparut pas une seule fois. Et Marcus? On lui assigna un avocat commis d'office et on lui dit que son affaire serait traitée rapidement. Mais rien ne fut rapide. La salle d'audience, où ils l'amenèrent, était froide, stérile, et trop grande pour un garçon qui n'avait jamais eu d'ennui auparavant. Il resta assis tranquillement à côté de son avocat, les yeux scrutant les visages inconnus autour de lui. Les journalistes n'étaient pas autorisés à entrer, mais la galerie était pleine. Il reconnut certains visages, des parents d'élèves, du personnel du centre communautaire. D'autres étaient des inconnus, tous observant attentivement. L'agent d'honneur était là aussi, assis au premier rang, vêtu d'un costume sombre et arborant un sourire satisfait. Il avait l'air trop à l'aise, comme quelqu'un qui était déjà venu ici. Marcus sentit le poids de son regard, mais refusa de détourner le regard. Lorsque le juge entra, Marcus jeta un coup d'œil au bois poli, au drapeau, au symbole de la justice gravé sur le mur derrière le banc. Tout semblait officiel, juste. Juste. Mais quelque chose lui semblait creux, comme une mise en scène destinée à tromper l'œil. Il pensa alors à son père, à des milliers de kilomètres de là, menant des missions, commandant des troupes, croyant au système qu'il avait servi toute sa vie. Marcus y avait toujours cru aussi, jusqu'à maintenant, car maintenant, c'était lui qui était jugé. Non pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais pour avoir fait quelque chose de bien, pour avoir vu ce que les autres voulaient cacher, pour avoir appuyé sur « enregistrer ». Et derrière chaque question, chaque accusation, chaque regard qui le reléguait au rang d'adolescent téméraire, Marcus sentait la vérité se déformer en silence. Il ne s'agissait pas de justice, il s'agissait de silence, de contrôle, de pouvoir. Et l'agent d'honneur, il n'avait pas peur. Il souriait. La salle d'audience vibrait d'une tension sourde, comme le silence avant un orage. Toutes les places étaient occupées, mais personne ne parlait plus qu'à voix basse. Le bourdonnement des conversations en aparté, le brassage des papiers, le tic-tac régulier de l'horloge de la salle d'audience, tout cela formait un battement sourd sous le poids de la journée. À la table de la défense, Marcus Ellison était assis, raide dans son fauteuil, vêtu d'un blazer bleu marine emprunté à son voisin. Ses doigts étaient serrés sur ses genoux, les jointures pâles. À côté de lui, M. Keene était penché sur un dossier rempli de notes, de documents judiciaires
et d'impression de la désormais célèbre vidéo. Il avait l'air épuisé, les cheveux en bataille, la cravate légèrement desserrée, les yeux parcourant la pièce comme un homme qui savait qu'il était déjà en train de perdre. De l'autre côté de l'allée, la procureure adjointe Karen Whitmore semblait détendue, presque amusée. Son regard parcourait ses notes avec l'air désinvolte de quelqu'un déjà confiant dans l'issue. Elle tapota le bord de la table avec un stylo et adressa un sourire narquois, lent et délibéré à Marcus. Il n'était pas difficile de voir qui avait le dessus, ou le croyait. Derrière elle, l'agent Ray Donner était assis, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée, mais le regard plein de satisfaction. De temps à autre, il ajustait son col ou jetait un coup d'œil vers le fond de la salle, comme pour s'assurer que les caméras étaient braquées sur les bonnes personnes. Tout le monde dans la salle d'audience le ressentait, même s'il ne le disait pas à voix haute. Marcus n'était pas seulement accusé, il était confronté à quelque chose de plus vaste, une affaire déjà tranchée. La machine du pouvoir tournait autour de lui, silencieuse mais impitoyable. Le juge Everett Pike était assis bien au-dessus de tout cela, scrutant de son regard froid, caractéristique. Il était connu dans tout le comté pour son approche pragmatique de la justice pour mineurs, qui ressemblait souvent davantage à une punition qu'à une réinsertion. Il avait un jour condamné un adolescent de 16 ans à 6 mois de détention pour avoir répondu à un agent de sécurité d'un centre commercial. Pour Pike, le contrôle importait plus que l'équité. Sa salle d'audience n'était pas un lieu de vérité, c'était un lieu d'obéissance. Mais ce que le public ignorait, et même Marcus ignorait, c'est que ce procès n'avait jamais porté sur la culpabilité ou l'innocence. 2 soirs plus tôt, dans la salle à manger lambrissée du Harrington Country Club, autour d'un steak et d'un verre de vin, le juge Pike s'était assis avec le procureur Whitmore et le chef de la police Benjamin Alderman pour discuter de la situation. Alderman s'était adossé à sa chaise et sirotait son verre, ses boutons de manchette en or reflétant la lumière du lustre. Il parlait avec désinvolture, mais ses mots étaient empreints d'une intention profonde. On ne pouvait pas laisser des adolescents filmer des policiers, a-t-il soutenu. Cela sapait leur contrôle, leur capacité à gérer la population sans interférence. Surtout les jeunes noirs des quartiers que la ville aimait oublier. Il ne le dit pas ouvertement, mais le sens était clair. Le juge Pike acquiesça lentement. Il ferait de Marcus un exemple. Montrer aux autres ce qui se passe quand on pointe un téléphone au lieu de se détourner. Le procureur Whitmore, toujours stratège, souleva la seule question qui valait la peine d'être posée. Et si le père de Marcus l'apprenait? Mais Pike ne broncha pas. Il leur rappela que le général Ellison était en poste à l'étranger. Le temps qu'il apprenne la nouvelle, Marcus serait déjà condamné. La procédure serait terminée. Et une fois terminée, personne ne pourrait la revenir en arrière. Whitmore sourit et leva son verre pour un toast silencieux. De retour dans la salle d'audience, le nom de Marcus fut appelé. La voix de l'huissier résonna dans la salle et Keene lui fit signe de se lever. Chaque pas vers le box des témoins lui semblait durer des heures. Marcus avait les pieds lourds, la poitrine serrée, mais il avançait quand même. Il n'avait rien à cacher, aucun mensonge à défendre. Il n'avait pas touché les policiers, il n'avait pas crié, il avait simplement enregistré ce qui n'aurait jamais dû arriver. Il s'assit, posa une main sur le bord du box des témoins en bois et attendit. Les questions de Keene étaient douces, presque trop douces, comme s'il craignait que même la vérité puisse offenser ce tribunal. Marcus expliqua ce qu'il avait vu ce jour-là. Comment il était sorti du bâtiment scolaire et avait vu les policiers arrêter Jamal. Comment il s'était tenu en retrait, sans rien dire, et avait simplement filmé. Sa voix tremblait par moments, mais elle ne se brisait pas. Il aurait voulu en dire plus, leur parler de la peur qu'il ressentait, de la culpabilité qui le hantait depuis les cris de Jamal. Mais il savait que ces mots n'auraient aucune importance ici. Ce n'était pas un endroit pour le cœur. Puis Whitmore se leva de son siège. Ses talons claquèrent sur le carrelage, sa posture haute et précise.
Elle ne regarda Marcus qu'à la dernière seconde, se tournant vers lui comme un prédateur encerclant sa proie. Son ton était calme, répété. Elle lui demanda s'il pensait qu'il était approprié d'enregistrer des policiers lors d'une arrestation. Elle lui demanda s'il comprenait le danger qu'il représentait en se tenant si près. Elle brandit une copie imprimée d'un rapport de police, un témoignage sous serment attestant que Marcus s'était approché à moins de 60 centimètres, avait crié après les policiers et les avait empêchés de faire leur devoir. Marcus sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela. Il essaya de répondre, mais elle le coupa en tapotant le papier du dos de son stylo. Elle expliqua au tribunal qu'il s'agissait d'un rapport officiel, signé et archivé. Devait-on croire la parole de Marcus plutôt que celle d'agents de police assermentés? Son cœur battait la chamade. Il savait que le rapport était faux. Mais dans cette salle d'audience, la vérité ne semblait pas avoir de poids, surtout quand le pouvoir était de l'autre côté. Puis, au moment même où Keene ouvrait la bouche pour protester, l'agent d'honneur se leva. Personne ne l'avait interpellé. Personne ne s'attendait à ce qu'il bouge. Mais il se leva, les épaules raides, le regard étincelant, et désigna Marcus du doigt. Il accusa Marcus de mentir, d'avoir monté la vidéo, d'avoir délibérément provoqué les policiers. Sa voix montait à chaque phrase jusqu'à ce que la salle d'audience en ressente la chaleur. Le juge Pike rappela à l'ordre en frappant du marteau, mais Donner l'ignora. Marcus tressaillit lorsque Donner fit un pas en avant, la main portée à sa ceinture. Un murmure de panique parcourut la galerie. Le juge cria de nouveau, exigeant l'ordre. L'huissier s'avança, trop lentement. Puis, sans hésiter, Donner sortit son taser et tira. Le crépitement résonna dans la salle d'audience. Des cris jaillirent de la galerie. Une femme laissa tomber son téléphone. Un homme trébucha contre le mur. Les journalistes du fond bondirent de leurs chaises, caméra oubliée. Marcus tomba au sol, le corps secoué par la décharge électrique qui le traversait. Ses bras se replièrent, ses yeux s'écarquillèrent. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus parler. Tous ses nerfs hurlèrent à la fois. Keene se précipita à ses côtés, criant à l'aide. L'huissier arracha le taser des mains de Donner, qui ne réagit pas. Il se contenta de fixer du regard, comme hébété, comme si quelque chose au plus profond de lui s'était détaché. La salle d'audience était le chaos. Et puis, au-dessus de tout cela, une voix retentit. Forte, impérieuse, absolue. Un ordre unique qui coupa le bruit. « Reculez, officier !» La salle entière se retourna. Au fond de la salle se tenait un homme en tenue militaire. Sa poitrine était ornée des médailles de tous les conflits majeurs des 2 dernières décennies. Son uniforme était impeccable. Son regard était d'acier. C'était le général Augustus Ellison. Le père que personne ne s'attendait à voir apparaître. L'homme qu'il croyait trop loin, trop tard pour avoir d'importance. Mais il était là. Et il était furieux. Il avança lentement, posément, ses bottes résonnant au sol. Donner s'était figé, la main toujours sur l'étui vide du taser. Son visage était pâle, toute confiance envolée. Le général n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il déclara clairement, à la vue de tous, qu'un citoyen américain venait d'être agressé, dans une salle d'audience, sous serment. Et ce citoyen était son fils. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Pour la première fois depuis le début du procès, l'équilibre dans la salle changea. Power n'était plus assis derrière le banc. Il se tenait dans l'allée, fixant du regard l'homme qui avait tiré avec le taser. Et Marcus, toujours allongé sur le sol, leva les yeux vers le visage qu'il n'avait pas vu depuis près de 2 ans. Son père était là. Et soudain, il n'était plus seul. La salle d'audience avait été évacuée quelques minutes après l'incident du taser. Aucune objection, aucun retard. Le chaos avait laissé place à un silence stupéfait, puis à une action rapide. Les journalistes furent raccompagnés. Les policiers sécurisèrent les sorties. Les ambulanciers se sont précipités. Marcus, à peine conscient, a été soulevé du sol froid du tribunal et emmené à l'hôpital voisin sous protection. Sa mère l'attendait déjà lorsque les portes de l'ambulance se sont ouvertes.
Elle lui a tenu la main tout le temps, sa main tremblante mais ferme. Lorsque les médecins ont confirmé son état stable, les images de l'agression au tribunal étaient déjà devenues virales. Les médias ont diffusé la vidéo en boucle, le crépitement du taser, le moment où Marcus s'est effondré, la salle d'audience abasourdie, la voix qui avait réduit la salle au silence, le général Augustus Ellison. Le tout s'est répété encore et encore. Les réseaux sociaux ont explosé d'incrédulité. Les commentateurs ont qualifié l'incident d'abus de pouvoir, de honte pour le processus judiciaire, d'échec de la justice. À la tombée de la nuit, des manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Marcus » et « Ceci n'est pas une loi, c'est une agression ». Le lendemain matin, le nom du juge Everett Pike était partout. Sa photo apparaissait aux côtés des gros titres remettant en question son éthique et ses décisions. La mairie a été inondée d'appels exigeant une enquête, mais le système, habitué à limiter les dégâts, a réagi rapidement. Au lieu de présenter des excuses ou de temporiser, Pike a pris l'offensive. Il a convoqué une audience d'urgence avant le lever du soleil et a déposé une requête pour rétablir les accusations contre Marcus. Sa justification ? Marcus avait provoqué une perturbation de la salle d'audience mettant en danger les fonctionnaires du tribunal et le personnel de sécurité. Aucune mention du taser, aucune mention de Donner. Juste un langage soigneusement élaboré, conçu pour recadrer la victime comme une menace. Ce même matin-là, le général Ellison est entré dans un bâtiment fédéral à Washington. Il ne portait pas ses médailles. Il n'a pas parlé aux caméras qui attendaient à l'extérieur. Il avançait avec une autorité calme, accueilli seulement par un signe de tête respectueux des gardes à l'entrée. À l'intérieur, il a rencontré 2 procureurs fédéraux, l'un de la division des droits civiques, l'autre de la justice militaire. Ils ont sorti son dossier militaire et l'ont examiné en silence. Il n'y avait rien à remettre en question. Aucune tâche, aucune controverse. Il avait dirigé des missions dans des zones de guerre, livré de la nourriture dans des villes effondrées et négocié la libération de 14 prisonniers sains et saufs lors d'un conflit étranger. Mais rien de tout cela ne lui importait plus. Il n'était pas là en tant que général. Il était là en tant que père. Sa demande était simple, une intervention fédérale. Le tribunal avait échoué, le système avait craqué, et son fils, qui n'avait commis aucun crime, a failli être réduit au silence avec une arme devant un juge. Les avocats l'ont écouté attentivement, ont pris des notes et ont promis de faire progresser l'affaire. Mais même avec leur soutien, le général savait que les seuls outils juridiques pourraient ne pas suffire. Il est donc allé plus loin. Par l'intermédiaire d'un ancien contact du renseignement militaire, un homme avec qui il avait servi lors d'un conflit humanitaire, il a organisé une rencontre privée. Dans un café souterrain tranquille à la périphérie de la ville, loin des médias, l'homme est arrivé en retard, en civil, et une mallette à la main. Il n'a pas parlé fort, il n'a pas donné beaucoup d'explications. Il a simplement glissé la mallette sur la table et a raconté à Ellison ce qu'il avait trouvé. Ils l'ont appelé le dossier fantôme. Ce nom a fait froid dans le dos du général. À l'intérieur du lecteur se trouvaient des preuves, réelles, indéniables, profondément enfouies, des plaintes, des enregistrements audio, des fichiers vidéo, tous liés à l'agent Ray Donner, tous supprimés par les affaires internes et discrètement marqués comme résolus. Des victimes qui avaient tenté de parler, des enseignants, des parents, même des collègues. Leurs déclarations avaient été ignorées, ou pire, manipulées. Le général parcourait les dossiers, le visage durci à chaque clic. Une vidéo montrait une mère décrivant comment son fils était rentré à la maison avec des bleus après une arrestation. Sa voix tremblait, mais elle restait calme. Elle disait ne pas vouloir causer d'ennui. Elle voulait juste que quelqu'un se soucie d'elle. Un autre enregistrement captait une enseignante expliquant comment elle avait un jour tenté de porter plainte lorsque Donner avait cogné la tête d'un élève contre un casier. On l'avait averti d'abandonner. Le district scolaire l'avait discrètement transféré dans un autre établissement. Et puis, il y avait la voix d'un officier anonyme. Ses paroles étaient basses, presque murmurées.
Il disait que Donner était protégé. Il disait qu'il existait des retraits discrets, des dossiers qui disparaissaient avant d'être classés. Il parlait d'un jeu d'ombre, un système conçu non pas pour punir, mais pour cacher. Le général ferma lentement l'ordinateur portable. Son fils n'était pas le premier. Il avait simplement eu la malchance de révéler un modèle trop vaste pour être contenu. À son retour au tribunal 3 jours plus tard, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait un avocat fédéral spécialisé dans les droits civiques. La salle d'audience était pleine à craquer. Caméras alignées au fond, journalistes se bousculant pour prendre position et sécurité sur le qui-vive. Dehors, des manifestants scandaient des slogans sous une mer de pancartes. Ce n'était plus seulement une affaire. C'était un règlement de compte. Le juge Pike était assis derrière le banc, les lèvres pincées. Sa robe paraissait plus lourde aujourd'hui, sa posture plus raide. Il ouvrit l'audience par une déclaration ferme. Ce tribunal n'accepterait aucune interférence d'autorités extérieures. Pas d'intervention fédérale, pas de théâtre politique. Il rappela à tous que c'était sa salle d'audience. Le général Ellison ne broncha pas. Il se leva lentement, son uniforme impeccable, ses mots précis. Si cette salle d'audience refusait toute surveillance, leur dit-il, alors elle ne servait plus la justice. Elle se servait elle-même. Il l'appela ce qu'elle était devenue, un champ de bataille. Puis il ouvrit l'ordinateur portable. L'écran s'alluma et la salle d'audience se tut. Le premier enregistrement fut diffusé. La voix du juge Pike, inimitable, emplit la salle. Il riait. Le général ne sia pas. La voix du juge plaisantait sur le fait que Marcus filmait Donner. Puis vint la phrase qui fit taire même le cliquetis des claviers des journalistes. Le gamin a pris Donner en flagrant délit. Mais ne vous inquiétez pas. On va arranger ça. La salle retint son souffle. Le juge Pike se redressa, son expression se fendillant pour la première fois. Un murmure parcourut la galerie. Les téléphones furent décrochés. Les caméras zoomèrent. Le chef Alderman, assis au fond, se figea à mi-parcours, la bouche grande ouverte. Le général ferma l'ordinateur portable. Il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Tout avait déjà été dit. Les agents fédéraux, déjà présents dans la galerie, se levèrent de leur siège. Ils se déplaçaient rapidement, silencieusement, mais leur présence était indéniable. Ils s'approchèrent du banc. Les journalistes prenèrent des photos à toute vitesse, leurs flashs illuminant la salle comme une tempête de justice perçant enfin les nuages. Le juge Pike baissa les yeux vers le marteau devant lui. Sa main flottait au-dessus. L'espace d'un instant, il sembla vouloir s'accrocher, plaider la compétence, exiger le contrôle une dernière fois. Mais au lieu de cela, ses doigts s'enroulèrent lentement autour du manche en bois. Il leva le marteau une fois et le laissa retomber. Le bruit résonna dans la salle d'audience. Puis, sans un mot, il se leva. Il sortit de derrière le banc, d'un pas inégal. Il ne regarda pas Marcus. Il ne regarda pas le général. Il sortit, tout simplement. Et dans ce silence, le poids de ce qui avait enfin été exposé se posa sur la salle comme des cendres, après un incendie. Pour Marcus, qui observait depuis le côté de la salle, encore en train de se remettre de ce qui avait été fait, ce n'était pas une victoire. Pas encore. Mais c'était quelque chose de réel. Le silence avait été rompu, et les ombres avaient été tirées vers la lumière. Une semaine plus tard, les portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau, non pas sous les nuages d'orage ou le silence tendu, mais sous la lueur d'un soleil matinal clair. Mais l'air pesait toujours lourd. La ville n'avait pas oublié ce qui s'était déroulé entre ses murs. Les manifestants étaient toujours alignés sur les trottoirs, brandissant des pancartes, la voix ferme, non pas furieuse mais résolue. Les journalistes se tenaient côte à côte, ajustant leurs caméras et griffonnant dans leurs carnets. La nation entière avait vu ce qui était arrivé à Marcus Ellison. Maintenant, ils observaient ce qui allait être fait. À l'intérieur, la salle d'audience paraissait à la fois familière et transformée. Les mêmes bancs en bois, les mêmes drapeaux accrochés derrière les bancs, mais la personne qui présidait était différente. La juge Laetitia Monroe avait repris l'affaire.
une ancienne avocate spécialisée dans les droits civiques, connue pour sa précision, son honnêteté inébranlable et son refus de céder à la pression. Sa nomination avait provoqué une onde de choc dans la communauté juridique. Elle avait bâti sa réputation dans des salles d'audience où la vérité avait été enterrée et l'avait ramenée à la lumière. Une enquête fédérale complète allait être ouverte sur les services de police, sur la gestion de la justice pour mineurs par le tribunal, sur la culture qui permettait de récompenser le silence et de punir l'honnêteté. Personne n'était exempté. Pas d'insigne, pas de toge, pas de position d'influence. La salle d'audience resta immobile, stupéfaite, le temps d'une respiration. Et puis la galerie éclata en applaudissements. Ce n'était pas le genre d'applaudissements qui accompagne la célébration. C'était le genre d'applaudissements qui accompagne la libération, comme la pression de semaines de peur et de frustration qui s'effondrent enfin. Marcus se tourna vers son père. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il ne sia pas. Il murmura qu'il pensait devoir se battre seul, que peut-être personne ne le croirait, que peut-être la vérité ne suffisait pas. La main de son père reposait sur son épaule, ferme et assurée. Il lui dit qu'il n'avait jamais eu à se battre seul. Cet honneur, le véritable honneur, ne se résumait pas à des médailles ou des uniformes. Il s'agissait de se tenir debout là où personne d'autre ne le ferait. Et cet honneur était plus profond que le sang. Devant le tribunal, les manifestants étaient toujours là, la voix toujours haute. Mais maintenant, leur chant portait quelque chose de différent, l'espoir. Leurs pancartes appelaient toujours au changement, mais elles arboraient aussi des photos de Marcus. Un garçon tenant un téléphone, debout contre le pouvoir. Pas avec rage, pas avec force, juste avec vérité. Les caméras le suivaient à sa sortie. Ce n'était plus le jeune accusé, ce n'était plus la victime à la une, mais un symbole de résistance silencieuse, de dignité sous pression, de ce qui arrive quand la justice écoute enfin. Et l'agent d'honneur, il ne l'avait jamais vu venir. Il n'avait jamais imaginé que le garçon qu'il essayait de briser était le fils d'un homme qui avait autrefois traversé les tirs pour sauver des vies à l'étranger. Il n'avait jamais pensé que le tribunal se retournerait contre lui. Il n'avait jamais imaginé que ces années de silence et de répression s'effondreraient si vite. Parce que personne, pas même d'honneur, ne croyait que ce garçon noir silencieux avec un téléphone pouvait être le fils du général d'armée le plus honorable de tous les temps. Mais il l'était, et maintenant, le monde le savait.